La musique de Mozart elle-même, elle est portée par une étrange évidence. Ce que je veux dire, c'est elle paraît être née sans effort. Elle paraît être là, comme si elle avait toujours été là. On ne comprend pas, en tout cas moi de mon point de vue, je ne comprends pas ce qui l'a fait advenir. On est face à oui, quelque chose d'un peu mystérieux quand même, Mozart. Et ce mystère-là, il vient paradoxalement de son évidence. Ce qui est mystérieux, c'est cette espèce justement que cette musique advienne avec cette évidence. C'est ça qui me frappe chez Mozart. Et vous savez, moi j'aimais bien cette phrase de Jean Cocteau, on l'interrogeait, on lui dit oui, mais ça a déjà été fait. Il dit mais tout a été fait, sauf par moi. Bon, ce que ça veut dire, c'est que de toute façon, tant qu'il y aura de nouveaux musiciens, de nouvelles pensées musicales qui vont se pencher sur le cas de Mozart et d'autres compositeurs, il y aura toujours quelque chose de nouveau. Alors évidemment, le problème c'est que de nos jours, on a tendance à croire que la nouveauté, ce sont des choses grossières. La nouveauté, c'est quelqu'un qui va faire quelque chose qui n'est pas marqué sur la partition, qui va jouer forte au lieu de piano. Bon, ça, c'est pas la nouveauté, ça c'est la trahison, ça n'a rien à voir. La nouveauté, c'est plus subtil que ça. Et parfois, les gens ont tendance à attendre une nouveauté qui leur semble très, très frappante, mais qui en fait n'a rien de nouveau, qui est juste en contradiction avec le texte musical. La vraie nouveauté, c'est celle qui se nourrit du texte et qui arrive à en faire ressortir la modernité et l'originalité. Ça, c'est difficile. Ça, c'est difficile. Faire dire à la musique ce qu'elle dit pas, ou lui mettre des moustaches à la Joconde, comme l'a fait Duchamp, ça, c'est bien de l'avoir fait une fois, mais enfin, c'est pas ça la vraie difficulté pour un interprète. C'est pas ça. C'est pas ça. Si surprendre, je le répète, c'est faire quelque chose auquel on ne s'attend pas, et à juste titre, parce que c'est n'importe quoi, alors non, il vaut mieux pas surprendre. Je préfère que le cœur... Bon. Mais surprendre, dans le bon sens du terme, c'est interroger l'auditeur. Ok ? Ça, c'est intéressant. Interroger l'auditeur sur ses propres habitudes d'écoute. Interroger l'auditeur sur ce qu'il a peut-être l'habitude d'entendre, mais qui n'est peut-être pas contenu dans l'œuvre. Il y a parfois des traditions d'interprétation qui, j'ose le dire, ne sont pas justifiées par ce que le compositeur nous a laissé, qui sont même en contradiction, mais pour des raisons multiples et variées, elles ont été répétées au fil du temps, parce qu'elles étaient parfois défendues par des gens de grands musiciens, et puis bon, on a considéré que comme un tel faisait comme ça, ben, c'était de bonne guerre finalement que la tradition fasse perdurer ces habitudes-là. Moi je pense qu'un musicien c'est quelqu'un qui interroge, comme je disais tout à l'heure. Donc la surprise, dans le meilleur des cas, c'est la surprise de celui qui se retrouve face à quelqu'un qui va lui montrer une autre facette du texte musical, qui va aussi le mettre en un sens dans un rapport actif dans son écoute. L'auditeur, quand il vient à un concert, il faut qu'il participe activement à ce qu'il entend. Il faut qu'il soit ému, interrogé, il faut qu'il ait une réaction. Hein? Si vous êtes trop passif, vous allez recevoir comme un poisson, mais rien ne va se passer. Et d'ailleurs, nous-mêmes sur scène, on sent si le public écoute d'une manière active ou passive. Je ne saurais pas vous expliquer précisément pourquoi on le sent sur scène, mais je crois pouvoir dire qu'on le sent clairement. Donc, mais en tout cas, moi, je n'ai jamais cherché à surprendre d'une manière artificielle. Et souvent d'ailleurs, je me suis retrouvé face à des gens qui me disaient « Oh, c'est tout de même surprenant votre manière de jouer cette chose, ou cette chose, c'est plutôt original. » Et pour moi, c'était, je le dis très honnêtement, incompréhensible qu'on me dise ça. Parce que j'avais l'impression, à tort ou à raison, après, bon, c'est difficile à dire pour moi, mais j'avais l'impression de ne faire que lire un texte et lui donner vie par rapport à ce qui me semblait être contenu dans ce texte musical. Je n'avais pas l'impression d'y rajouter pratiquement quoi que ce soit qui vienne de moi. Alors si vous êtes surprenant malgré vous, c'est bien. Si vous êtes surprenant parce que vous essayez d'être surprenant, c'est... non.
Est-ce qu'il y a des morceaux de Mozart qui sont plus surprenants pour le... Enfin, qui sont pas surprenants, mais qui sont... où vous sentez que le public est plus ému ou plus attentionné qu'avec d'autres... qui portent plus d'attention pendant le concert que d'autres morceaux de Mozart? Il y a des œuvres qui sont, et c'est normal, devenues célèbres, et d'ailleurs souvent parce qu'elles avaient justement, comme avec Bach, une charge spirituelle et émotive très très forte. Par exemple, le mouvement lent du concerto en la majeure, que je suis le 488, cette sicilienne, ou les requiem, des choses comme ça qui frappent le public, parce que tout d'un coup ils ont le masque du tragique qui arrive. Moi, ce qui me frappe, peut-être ce qui me surprend, oui, avec Mozart, c'est la modernité des opéras qu'il a écrits, en particulier avec Da Ponte, Don Giovanni, Les Noces de Figaro et Così fan tutte. Cette manière extrêmement, on pourrait dire oui, moderne, de cerner des caractères, des personnalités. Je crois pouvoir dire que jamais dans l'histoire de l'opéra auparavant, et peut-être même après d'ailleurs, même après Mozart, je ne sais pas si on n'aura jamais eu une aussi grande finesse de description de ce qu'est la nature humaine que dans ces trois opéras-là. Ça me surprend, oui. La musique de Mozart, est-ce qu'il raconte un peu la façon, comment il était lui-même en tant que personne? Et comment est-ce qu'il était en fait? De ce qu'on sait de Mozart, alors là pour le coup avec Mozart on a beaucoup de matériel, on a beaucoup de lettres, etc. On a quand même l'impression, oui, que la musique de Mozart, en tout cas, comment dirais-je, est fidèle à une image de Mozart que l'on a à travers ses documents, qui est un homme à la fois tragique et en même temps relativement infantile, blagueur, farceur, léger, et en même temps, oui, et cette ambivalence-là, elle y est vraiment dans la musique de Mozart, ça c'est indéniable. Mais ce que j'aime chez Mozart, c'est que il me semble que il a un peu enlevé toutes les barrières qu'il pouvait y avoir entre des schémas de musique. Je m'explique. La musique baroque, malgré tout, quoi qu'on en dise, est une musique où il y avait une certaine norme dans les typologies de morceaux, le morceau tragique, le morceau mélancolique, le morceau gai. Il y avait quelque chose de très caractérisé, mais pas d'une manière simpliste, ce serait injuste, mais quand même assez... Vous voyez, Mozart, je trouve, a eu le don de mélanger ces sentiments-là et d'en faire des sentiments beaucoup plus complexes. On n'est plus avec Mozart dans des choses trop formatées. Il y a quelque chose... un sentiment est toujours potentiellement contenu dans l'autre, etc. Et ça, c'est vraiment sensible dans ces trois opéras dont je parlais là. Moi, c'est l'impression que j'ai avec Mozart, qu'il y a une chimie des sentiments qui est beaucoup plus complexe, qu'il a compris, que finalement il a compris aussi ça, tout simplement, que quand on est un être humain, on n'est jamais ou totalement heureux, ou totalement triste, ou totalement mélancolique. Ces choses-là sont perméables entre elles. Et sa musique, elle a ça. Elle a plusieurs faces comme ça, plusieurs facettes. Je trouve que c'est très frappant dans la musique de Mozart, et c'est très frappant aussi dans ce qu'on sait de la vie de Mozart. Ouais. Oui, il y a des œuvres que Beethoven a admirées énormément de Mozart. Bon, il y a un exemple assez célèbre, c'est le concerto pour piano en ré mineur, pour lequel Beethoven a écrit une cadence, magnifique d'ailleurs. Bon, et je crois que c'est pas un hasard, il y avait dans cette œuvre-là de Mozart des caractéristiques qui ensuite ont été très clairement des caractéristiques beethoveniennes, de concentration du matériau, de rétrécissement dramatique aussi du matériau. Bon, Beethoven, c'est l'homme qui en trois mesures a réussi à
à faire rentrer des choses qui normalement n'auraient jamais dû y rentrer. Je veux dire, c'est ça, hein, Beethoven, c'est une espèce de lutte contre ce que la matière peut contenir. Bon, c'est ça qui est passionnant avec Beethoven. Chez Mozart, il y avait ça dans certaines œuvres, en particulier effectivement les deux concertos en mode mineur pour piano, le ré mineur et le do mineur, qui ont déjà des caractéristiques effectivement beethoveniennes. Aussi le côté purement tragique d'ailleurs, un type de tragique qui peut-être sûrement a influencé Beethoven. Alors ce qui est intéressant avec la figure de Beethoven et son rapport à Mozart, c'est que Beethoven a un côté beaucoup plus puritain finalement. Hein. Beethoven était choqué par certains livrets d'opéra de Mozart. Il trouvait Così fan tutte scandaleux. Vous voyez, donc ça c'est très intéressant, je trouve. Mais on peut penser aussi historiquement, je ne voudrais pas m'avancer trop, mais qu'il y a eu le siècle du libertinage, finalement, qui était plus ou moins le siècle de Mozart. En tout cas, en France, il y a eu une époque du libertinage, et ensuite, il y a pu y avoir, peut-être, je dis bien peut-être, une contre-réaction à ce libertinage, un peu plus tard. Bon, ce qui est sûr, c'est que Beethoven, pour des raisons aussi personnelles, manifestement, on le voit dans ses œuvres, vous voyez, là où Mozart, avec Così fan tutte, met en situation des personnages qui essayent de se trahir en se déguisant, en espérant que leur femme soit fidèle, mais en faisant tout malgré tout pour qu'elle ne le soit pas. Bon. Beethoven écrit Fidelio ou l'amour conjugal, hein, avec une femme dont le mari est en prison, etc. Vous avez vraiment une vision du monde qui n'est pas du tout la même. Pas du tout la même. Bon, vous voyez le message aussi qu'il y a dans la 9e symphonie, l'Ode à la joie, l'hymne à la joie, pardon. Bon. C'est différent. De ce point de vue-là, d'ailleurs, Mozart est beaucoup plus ambigu que Beethoven. Il y a une ambiguïté dans la musique de Mozart qui n'est pas présente au même degré chez Beethoven. Beethoven, c'était encore un autre cas avec ses caractéristiques, mais oui. Moi, c'est ça qui m'intéresse dans le rapport aux deux, finalement. Mais n'oublions pas que sur le concerto en do mineur, Beethoven l'a dit un jour à un de ses amis, en écoutant cette œuvre, il semblerait que nous ne devions jamais écrire une œuvre comme celle-là. Ce qui est une phrase, je trouve, magnifique, d'admiration et en même temps pratiquement de désespoir face à un miracle malgré tout. Hein. Mozart reste le compositeur qui nous désarme tous par sa facilité. Et là aussi, moi c'est ça que j'admire chez ces grands compositeurs. Comme je disais que Bach avait réussi à fuir la sécheresse malgré sa perfection arithmétique, je trouve invraisemblable et vraiment miraculeux que Mozart ait réussi à fuir la facilité malgré les facilités qu'il avait. Ça, je trouve ça miraculeux. Ouais. Est-ce que c'est aussi la raison pour laquelle on peut dire que presque tout le monde aime Mozart, parce que c'est ça sa formule? Tout le monde aime Mozart, vous savez, il y a des gens Glenn Gould qui disaient que Mozart était mort trop tard. Je ne souscris absolument pas. C'est vrai que Haydn a souffert d'une chose, c'est qu'il a eu une vie assez heureuse. Il était à la cour du prince Esterhazy, il n'avait pas trop de problèmes. Il était plutôt heureux de vivre, il avait des conditions financières qui étaient tout à fait enviables, et je pense qu'en un sens, aujourd'hui, on aime bien les gens qui ont une vie difficile, qui ont eu des problèmes, alors peut-être ça n'a pas beaucoup aidé. Mais dans les plus de 60 sonates pour piano de Haydn, combien de chefs-d'œuvre, hein? Combien de chefs-d'œuvre? Beaucoup. Je ne parle pas de la création, je ne parle pas des saisons, je ne parle pas des messes, je ne parle pas des symphonies, je ne parle pas des quatuors. On l'a appelé le père du quatuor à cordes, et c'est pas pour rien. N'oublions pas que les premières sonates de Beethoven ont été dédiées à Haydn. Les 3 premières sonates de Beethoven, c'était... Et comme par hasard, figurez-vous, elles sont écrites pratiquement comme des quatuors à cordes. Bon. Donc l'influence de Haydn a été déterminante. Alors, si on veut vraiment pousser le bouchon un peu plus loin, peut-être, je dis bien peut-être, que dans les opéras de Haydn, justement, il n'y a pas la complexité qu'on trouvera dans les opéras de Mozart, au niveau de la caractérisation psychologique. Peut-être, je dis bien peut-être. Et puis aussi, peut-être qu'il n'avait pas un da ponte à sa disposition. C'est-à-dire quelqu'un, justement, qui fasse un livret ambigu,
complexes, etc. Peut-être que chez Haydn, il y avait un peu plus de normes, peut-être que chez Mozart. Et en même temps, paradoxalement, quand je dis normes, c'est d'un point de vue psychologique, paradoxalement, c'est un compositeur qui osait beaucoup. Haydn, en un sens, a eu plus d'influence, je trouve, sur Beethoven que Mozart. Parce que chez Mozart, vous avez une sorte de perfection classique que certains trouvent justement presque trop, comme ça, miraculeuse. Chez Haydn, vous avez parfois vraiment des audaces invraisemblables, des audaces harmoniques, des surprises. Haydn, c'est le compositeur parfois vraiment de la surprise. Vraiment. Et de ce point de vue-là, je pense que oui, il a eu une influence sur Beethoven, qui lui a osé beaucoup. Il a osé casser les jouets. Mozart, non, malgré tout. Et c'est pas qu'il n'y a pas d'audace chez Mozart, hein, bien au contraire, mais c'est une audace qui est toujours incluse dans quelque chose, qui à la fin est toujours récupérée par une sorte d'évidence, de perfection. Haydn parfois ne s'embarrasse pas pour faire une modulation harmonique. Il va passer de Do, silence, Si, et basta. Il va pas s'embarrasser de vous faire un pont modulant pour essayer de vous faire comprendre comment, et avec un art extrêmement surprenant, faire comprendre comment on peut passer de telle tonalité à une tonalité plus éloignée. Non. Haydn, parfois, il vous fait une note, silence, le silence est important. Paf, et il vous met une modulation totalement invraisemblable, et la seule transition qu'il y ait entre ces deux tonalités très éloignées, ça va être un silence. Ça, c'est quelque chose qui a beaucoup servi chez Beethoven, par exemple. Cette audace de dire, eh bien non, c'est comme ça. Je ne vais pas m'embarrasser de vous voyez, d'essayer de créer des ponts, des transitions, etc. Non, c'est comme ça. Chez Beethoven, clairement, il y a un message qui est politique, c'est très restrictif finalement, c'est bien plus que politique, parce que politique, ça serait à l'usage d'une certaine partie de l'humanité. C'est le propre de la politique finalement, c'est qu'il y ait des catégories. Beethoven, son but c'était d'aller bien au-delà de la politique, mais malgré tout, il y avait une vision du monde, de l'humain aussi. Bon. Mozart lui-même était franc-maçon, donc il y avait aussi derrière tout ça une vision du monde, une philosophie. La musique, c'est pas que des sons, hein, c'est une évidence. La musique, c'est aussi un mode de pensée, une certaine vision du monde. Quand vous voyez la flûte enchantée, il y a clairement, bon, on le sait, des symboles maçonniques qui étaient très clairement là-dedans. C'est difficile pour moi de répondre à cette question. Parce que, pour ne rien vous cacher, je pense que tous ces compositeurs, ils étaient influencés par les idées des Lumières, par tout ce qui pouvait se passer à cette époque-là. Et en même temps, les grands chefs-d'œuvre, les grands compositeurs, ils sont toujours beaucoup plus que ça. Ils sont beaucoup plus qu'un compositeur appartenant à une époque. Que Mozart ait découvert Bach à la fin de sa vie, par exemple. Ça m'intéresse. Bach, qui était un compositeur qui n'était pas joué. Hein. Après sa mort, Bach était un peu... Ses fils avaient plus de succès que Bach père. Et vers la fin de sa vie, Mozart a découvert Bach, et il a commencé à écrire des œuvres avec un contrepoint incroyable. Des fugues, etc. Il a même transcrit certaines fugues du clavier bien tempéré pour cordes. Je trouve intéressant comment Mozart, par exemple, il a récupéré une figure du passé, et une figure qui semblait d'ailleurs dépassée, old-fashioned, qui semblait démodée, et il a compris, lui, que la fugue, que le contrepoint, c'était l'art ultime.